Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, parlons de ce premier gros blockbuster hollywoodien estival de l'année sorti ce mercredi en salle pour nous en France, pour les Américains c'est demain, F1, le nouveau long métrage réalisé par Joseph Kosinski qui reprend ici l'idée de nostalgie où ça va vite, 3 ans il me semble déjà, après Top Gun Maverick, mais ici c'est une autre grande star du cinéma américain qui s'y colle dans le rôle principal, non pas Tom Cruise, mais Brad Pitt, et à ses côtés pour jouer la nouvelle garde, un Britannique, donc en position peut-être entre les deux nationalités ou pas vite fait, nous avons le jeune Damson Idris, que je découvre plus ou moins en tout cas dans un rôle important. Il y a aussi Kerry Condon, elle aussi, venue donc du Royaume-Uni pour interpréter la directrice technique de l'écurie principale, ingénieur, peut-être Love Interest aussi si vous avez vu la bande-annonce, c'est plus ou moins montré. Javier Bardem qui joue lui le propriétaire d'écurie et ex-ami, alors qu'il était pilote avec lui, du personnage de Brad Pitt une trentaine d'années auparavant. Quelques apparitions aussi marquées notamment de Shewagam au tout début, de Kim Bodnia, qui est danois, qui joue le mécano principal, bon c'est un peu compliqué, la hiérarchie d'une écurie, et dans leur propre rôle, quasiment tous les pilotes actuels de la Formule 1, parce que c'est clairement une production qui a été chapeautée par la FIA, donc qui englobe notamment la Formule 1 en tant que discipline reine, et produit par Lewis Hamilton, donc bien sûr on le voit, même qu'il a un rôle important sur le final, d'une certaine façon quand même, Max Verstappen, Charles Leclerc, et j'en passe, même Carlos Sainz, à un moment où il y a une femme qui a envie de le voir, et Fernando Alonso, qui est le vétéran de la grille, qui vient donner un petit brofist à Brad Pitt, entre vétérans, on se comprend. Parce que là, quand même, on a des pilotes quadragénaires en Formule 1 actuellement, mais le personnage de Brad Pitt, il a dépassé la cinquantaine. Donc déjà, au niveau du scénario, c'est Hollywood absolu. Est-ce que c'est réaliste ou non? Je vais revenir sur ce point. Donc, ce monsieur américain s'appelle Sonny Hayes. Il a failli être un grand champion de Formule 1, mais il a été brisé dans son élan plus de 30 ans en arrière, alors qu'il avait à peine la vingtaine, dans un terrible accident, sur des images qui sont reprises de faits réels. C'est vraiment un accident qui a eu lieu, alors pas en course je crois, mais en essai, d'un pilote qui s'appelle Martin Donnelly. Oui, j'ai beaucoup regardé la F1 plus jeune, donc ça m'a surpris qu'ils reprennent ça. Bon, le pilote a survécu, il s'en est sorti derrière, mais bon, un petit peu d'ailleurs, et l'ont brisé peut-être aussi comme le personnage de Brad Pitt. Bref. Il est appelé à la rescousse en tant qu'ultime recours, vraiment. Ce personnage américain fantasque, un peu cow-boy, sur la piste comme en dehors, un peu solitaire d'ailleurs, par son ancien pote, Ruben Cervantes. Cervantes, c'est l'auteur de Don Quichotte. C'est un petit peu son idée. Il a une quête à la Don Quichotte, ce chef d'écurie, faire en sorte que son équipe, qui est nullissime depuis 2 ans et demi, qui n'a pas marqué le moindre point, inscrive ses premiers points en l'espace de 9 courses, et même remporte une course, ce qui est absolument impossible. D'autant plus en allant chercher un Américain qui a plus de la cinquantaine. Mais c'est pas grave, il vient de remporter les 24 heures de Daytona, quand même une course d'endurance très marquée, c'est peut-être la deuxième plus grosse course d'endurance après les 24 heures du Mans. Donc Sonny Hayes, toujours prêt à relever des nouveaux défis fous, bon, finalement va accepter et donc piloter, parce que le meilleur pilote est parti, on ne sait pas qui, mais où, mais bon c'est pas grave, piloter pour donc cette écurie, afin de ramener les premiers points et plus l'affinité, aux côtés du jeune loup, du rookie, Joshua Pierce, joué par Damson Idris, qui lui, pour le coup, est peut-être le futur champion que Sonny Hayes n'a pas pu être. Donc vous imaginez ici, peut-être rivalité, peut-être union, peut-être apprentissage, etc. Il va y avoir une évolution dans leur relation, c'est certain, on peut l'imaginer, même avant de voir le film, que c'est cousu de fil blanc. Évidemment, on va voir ces 9 courses plus ou moins, voilà, avec des moments de lueur d'espoir, on va au bout du tunnel, des accidents, et peut-être quelque chose de positif à un moment donné. Bon, alors je l'attendais sans l'attendre ce film, pour plusieurs raisons. Top Gun Maverick, je sais que parmi tous les gens autour de moi, je faisais partie de ceux qui avaient apprécié vraiment le film, mais pas autant que la majorité, parce que je ne suis pas très proche du premier Top Gun. Mais j'ai préféré Top Gun Maverick. Alors c'est très amusant, parce qu'à l'époque, je préférais de Tony Scott Days of Thunder, Jour de tonnerre, à Top Gun. Et là, d'imaginer Kosinski faire comme Tony Scott, après son Top Gun, faire un film de course auto, alors pas avec de la NASCAR, des stock cars, mais avec la Formule 1,
je me disais que peut-être j'aimerais plus. J'en sais rien. D'ailleurs, je ne vais même pas essayer de trop comparer Top Gun Maverick et Formule 1 sur mon appréciation intrinsèque. Ce n'est pas le principal ici. Mais en tout cas, oui, Kosinski s'affirme en tant que l'héritier de Tony Scott, mais de toute façon, dans son cinéma, il y a toujours eu cette idée d'héritage. Hein. Tron, l'héritage, hein, Tron Legacy, a commencé comme ça. Même dans Oblivion, il y avait une idée de se rappeler du passé. On s'ancre dans une forme de nostalgie ou de souvenir pour aller de l'avant, d'une manière ou d'une autre. Bon, mais en reprenant des codes anciens pour les mettre aussi au goût du jour. C'est l'idée, en prenant en compte l'évolution du monde, la technologie, les nouvelles façons donc, de faire les choses, etc. Le film ici d'ailleurs est totalement ancré là-dedans. Donc oui, j'ai envie de dire que F1 c'est quasiment une suite dans un autre univers ou spin-off de Top Gun Maverick avec pas du tout les mêmes personnages. Et là-dessus, ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous voulez un super ride avec des moments de course très bien filmés, avec des caméras spéciales qui renforcent vraiment la sensation d'immersion, de vitesse, de tension, de folie par moment aussi, c'est la classe. Après, c'est moins waouh et unique que Top Gun Maverick qui tentait des choses absolues, même s'il y avait eu Top Gun avant, parce que des films sur la course automobile, on en a eu des biens et des très bien avant. On a eu Rush notamment, mais on a même eu le Grand Prix de Frankenheimer. Ah, c'est Bockenheimer qui produit, hein. Beaucoup de Heimer à la fin. Même Grand Prix en 1966, quand vous le revoyez aujourd'hui, j'en ai parlé il y a quelques mois hein, sur la chaîne, il y a un truc de fou, quoi. Bon, là, c'est palpable, etc. Les débauches de numérique n'ont pas été trop utilisées et ne sont pas spécialement visibles. Il y en a des rajouts, parce que les scènes de course, forcément, elles ont été retravaillées en ordinateur, en prenant des images d'archives de base et en incrustant les deux nouvelles voitures qui ne sont pas dans la vraie grille. Mais on a tourné sur le terrain, et tu sens que dans l'immersion globale aussi de l'atmosphère et de ce grand chapiteau du spectacle qu'est la Formule 1, on y croit. Pour beaucoup de choses, il y a quelque chose qui est dans une forme de réalité, de réalisme. Mais attention, après, c'est un scénario purement hollywoodien. Déjà, de toute façon, de base, hein, j'en ai parlé, un personnage de plus de 50 ans qui revient comme ça de nulle part. Alors, à la rigueur, s'il avait pris sa retraite 10 ans avant et si c'était un immense champion. Mais que nenni, il n'a pas touché à une F1 depuis plus de 30 ans. Il n'a jamais été champion. Il a été brisé en pleine gloire, en potentiel, mais il n'a jamais gagné une course. Et là, il fait des courses de 24 heures, tout ça. Et bam, directement dans la F1, après un petit test privé. Jamais en vrai ça serait possible, d'autant plus qu'il existe en Formule 1 actuelle un système qui s'appelle la super licence. Il n'aurait pas les points nécessaires, donc laissez tomber. À partir de là, on entre dans le cinéma, ce qui n'est pas un mal. Mais c'est bizarre parce que le film jongle tout le temps entre la vraie réalité et le réalisme, en prenant même tous les pilotes et toutes les écuries, parce que ça appartient à la F1, donc ils y sont tous. Donc tu y crois, mais un truc qui est improbable entre ce retour-là et de faire la dernière équipe du plateau depuis plus de 2 ans et demi, une potentielle machine de marquer des points, pourquoi pas, sur des malentendus, mais même à gagner en 9 courses, bon. Alors pourquoi cette quête absolument illusoire à la Don Quichotte pour le Ruben Cervantes, chef de l'écurie, donc c'est parce que si jamais il n'y arrive pas, le comité, il est nommé ainsi, c'est pas des méchants de James Bond en haut, mais ça aurait pu, hein. Le comité pourrait racheter l'équipe et la revendre à plus offrant. Et ce comité est représenté par le personnage joué par Tobias Menzies, là, waouh, que c'est peu pénible. Voilà, l'antagoniste là, qui est très lambda, qui est surjoué. Il y a beaucoup de trucs qui sont surexploités dans le stéréotype, qui sont surécrites les choses en question pour faire du Hollywood. Et à côté, donc vous avez quelque chose de quasi palpable. On croirait que c'est pas du documentaire, mais qu'il y a des scènes qu'on pourrait vraiment avoir en vrai. Mais c'est ça qui pourrait être intéressant, c'est une ère hybride de cinéma, de toute façon, ce film, entre le réel et le grand Hollywood fou, entre la technologie moderne de la F1 d'aujourd'hui et le côté années 90, puis c'est mentionné frontalement dans certains dialogues, hein, les années 90, représentés par Sonny Hayes, avec ce retour en grâce d'un gars qui vit à l'ancienne, qui traverse le monde dans un van, qui vit au jour le jour et qui arrive toujours de loin, on le voit plusieurs fois, de loin, qui marche tel le cow-boy qui a perdu son cheval pour se rapprocher de tout le monde. Et qui inspire par ses méthodes à lui. C'est-à-dire, au lieu de tester ses réflexes sur des machines, il le fait à l'ancienne avec une balle de tennis. Au lieu
je ne sais pas encore, oui, d'être hyper entouré aussi dans une salle de gym high-tech qui fait son petit footing tranquille, notamment autour du circuit. Alors, certains le pilotent le font encore, hein, mais bon. Et ça permet à Kosinski justement de choquer les deux mondes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que les meilleures scènes du film sont là. En dehors du spectaculaire des courses qui est très bien géré, pour le reste, c'est surtout sur ce travail de représentation. Et même, j'ai envie de dire, d'architecture parfois. Parce que Kosinski, c'est un réalisateur de l'espace. Et quand il les utilise, que ce soit pour faire venir de loin, du passé, vers l'avenir, on ne sait pas trop, parce qu'on joue là-dessus, le personnage de Brad Pitt, et pour montrer certains lieux plus ouverts pour lui, là, Sonny Hayes, parce qu'il est plus à l'ancienne, plus vers les grands espaces, oui, c'est le cow-boy, quoi. Il fait son western, sa vie c'est un western au gars, qui cherche une rédemption perpétuelle, et de l'autre côté, le jeune loup, qui est alors avec tout le high-tech autour, les simulateurs, il y a aussi du coup la directrice technique qui est à fond là-dedans, on joue avec les lasers, etc. Parfois vous revoyez ici le fantôme de Tron Legacy qui aspire le film un petit peu, mais c'est très bien, hein, parce que Kosinski a cette logique, donc c'est du cinéma, c'est un cinéma d'auteur aussi, enfin un peu quand même, il y a de ça, au-delà du blockbuster et la machine bien huilée, ou trop huilée parfois, et voilà les trucs, le simulateur hyper dans... et même la façon dont le motorhome ou les lieux de l'écurie Apex sont montrés très blancs, très nacrés comme ça, en mode... on se croirait dans un labo du futur ou dans un monde dystopique à l'avenir, quoi. Mais il y a à côté le personnage de Brad Pitt, brut de décoffrage, qui lui fonce dans le tas, qui répond à peine aux médias, alors que Joshua Pierce, donc le jeune loup, lui a un media training absolu, il est chapeauté par un manager un poil toxique, hein, quand même, mais pas trop, mais un peu. Voilà, quand il doit revenir sur le devant de la scène après un petit événement du film. Il y a tout ce délire, cette opposition-là. Évidemment, le film choisit son camp. Mais ça, je vais y revenir vite fait dans une petite zone spoiler. Pour le reste, voilà, si vous aimez les courses de F1 d'aujourd'hui, je pense que vous y trouverez votre compte. Oui et non. Oui pour l'ambiance, non, parce que il y a des moments où c'est pas logique et crédible. Mais pour plein de petits détails, hein. Plein de petits détails techniques. Plein de petits moments sur la piste où tu as le personnage de Sonny Hayes qui la joue à l'ancienne en faisant des queues de poisson et tout. Il aurait été black flag mis hors course plus d'une fois ou suspendu, mais non, parce que c'est le film, c'est le scénario, c'est le cinéma, donc c'est pas grave, mais cela, ça me rappelle Jour de tonnerre quand même. Mais c'est l'inverse, c'est marrant, parce que Jour de tonnerre, oui, bah oui, c'est le personnage de Tom Cruise dans Jour de tonnerre, qui a vieilli, grandi 30 ans après, qui est là. Mais si vous mettez le personnage de Tom Cruise dans une suite de Jour de tonnerre, aujourd'hui avec des jeunes loups, ça fera Sonny Hayes, et c'est déjà en pourparler. Je ferai une conclusion là-dessus d'ailleurs, vite fait, aussi si j'y pense. Donc oui, les fans de Formule 1, ils trouveront leur compte peut-être avec les graphiques qu'on peut voir vraiment dans les courses d'aujourd'hui, sur les classements, etc. Les courses mouvementées, quelques accidents bien pensés ou non. Il y en a un qui référence Grand Prix quand une voiture part un petit peu dans la forêt, je reste vague. Bon, des petits accrochages, des petites rivalités, même si c'est pas vraiment le principal, la rivalité ici en fait. C'est pas... Ce qui fait d'ailleurs l'originalité du film, c'est pas juste le vieux et le jeune qui vont se tirer des bourre-pifs. Il y a une idée de transmission et d'apprentissage, et qu'il y en a un qui veut devenir champion, un qui n'a pas pu l'être, et cette idée qui va s'égaliser d'une certaine manière pour arriver à ce qui est, pour moi, la grande réussite du film, c'est tout le dernier acte et la conclusion. Parce que, autant le dire, les 20 premières minutes, j'étais là en mode... ça risque d'être compliqué quand même, un petit peu. Puis vous avez la nostalgie et les stéréotypes des années 90 qui vont avec, notamment la romance, qui n'était pas obligatoire, pas du tout. Mais elle y est un peu, mais pas trop, mais un peu. Bon, elle est déjà annoncée dans la bande-annonce. Mais on s'intéresse à l'humain quand même dans ce film aussi, même si ça aurait pu être plus exploité. On voit les rôles de chacun, il y a des petits personnages mécanos aussi qui sont là. Les personnages, alors j'ai plus les noms de Dodge et Jody, hein, je crois, c'est ça, qui ont leur petit moment de bravoure et leur importance sur les arrêts au stand, sur comment on met en place la voiture avant la course aussi, les stratégies. J'ai bien aimé les moments stratèges avant et pendant la course, plan A, plan B, plan C, c'est comme KO, c'est comme combat, ça dépend. Beaucoup d'idées, jouer en équipe ou non, se la péter et foncer tout seul. Il y a ces trucs qui sont intéressants, ça passe presque trop vite parfois et finalement en 2h30 il se passe beaucoup de choses et on voit pas le temps passer, donc c'est quand même bon signe. Spoiler, alors évidemment sur la finalité, je le disais, le film a pris son parti, le choix, c'est de faire triompher finalement une seule fois, j'allais dire une dernière fois, mais pour la première et dernière fois,
Sonny Hayes qui gagne la dernière course. Qui gagne sa seule course de Formule 1, parce qu'il ne l'avait jamais gagné. Ça, c'est par contre la force du film aussi, avant que ça puisse être peut-être perçu comme une forme de faiblesse, ça va dépendre des points de vue, mais d'emblée faire de Sonny Hayes un loser magnifique. Le gars qui n'a jamais rien fait d'extraordinaire dans sa carrière depuis cet accident, même s'il est revenu, et qu'il a fait quand même d'autres courses partout. D'ailleurs, ça mentionne la NASCAR à un moment, gardez ça en tête pour la conclusion. Un jour de tonnerre, on va y revenir. Bref, il y a cette idée-là que finalement, à la fin, il faut qu'ils jouent en équipe quand même. Après, de grosses péripéties, hein, accidents de l'un et l'autre, des petits accrochages aussi en dehors de la piste. Le personnage donc, de Joshua Pierce, le jeune qui a ce grave accident, qui va voler dans la forêt, mais qui va revenir quand même derrière avec le mort aux dents, mais très vite finalement laisser un petit peu le côté vengeur que son manager voulait lui inculquer pour aller dans la direction de Sonny Hayes, un petit moment de poker et tout, oui, parce que Sonny Hayes, il joue beaucoup sur la chance, c'est un Américain, un ancien joueur, ça, la foi, la chance, avec sa carte dans la poche, ça, on ne saura jamais quelle carte finit dans sa poche, c'est très intéressant. Le film se finit avec cette carte qu'on ne verra jamais. Voilà, il joue sa dernière carte, hein, c'est un petit peu la métaphore aussi. Mais donc à la fin, sacrifice et tout, il joue à 2 contre 1, et il faut qu'il y en ait un qui lâche pour que l'autre gagne. Et finalement, contre toute attente, ou pas du tout, c'était prévu comme ça, c'est bien le jeune qui lâche pour que le vétéran gagne. Mais le message est beau dans un sens où c'est sa dernière chance. C'est-à-dire que s'il ne gagne pas, il n'aura jamais gagné là. Et il a quand même vécu cet grave accident, il n'a pas pu vivre sa vie et tout. Donc le jeune qui lui en gagnera d'autres derrière, parce que c'est un futur champion, laisse son mentor, si on veut, celui qui devient son mentor, gagner. Tout est bien qui finit bien. Même voilà, si Sonny Hayes, après, une fois gagné, il repart derrière dans l'antichambre avec son van, faire une course au fin fond du Mexique. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il va peut-être faire d'autres choses et bourlinguer ailleurs, vers d'autres compétitions. Donc ça va, quand même. Hein. Je vais faire ma zone spoiler, qui était rapide, parce qu'au final, le film se digère au-delà de ses péripéties, de ses résolutions. C'est un bon film, F1, même si j'ai eu un peu de mal au début. J'ai quand même du mal sur certaines choses, bon, les poncifs habituels de la nostalgie qui retriomphe absolument à Hollywood. C'est pas une suite ici, mais dans l'idée, c'est quand même une nostalgie qui triomphe. Et reste un film ancré dans les années 80-90. Ce qui fait que, moi, devant, je suis en forme hybride et schizo aussi. C'est que ça me renvoie à ma jeunesse, à mon adolescence, donc il y a des trucs qui me galvanisent et qui sont très forts, et d'autres qui, dans le contexte d'aujourd'hui, me fait dire que... Mais voilà, des choses qui me font dire que bof, ouais. Mais c'est bien quand même. C'est bien parce qu'on a profité du spectacle. Moi, je suis ressorti assez content du film. Voilà, parce que ça m'a eu. Hein, je me suis fait avoir, hein, ce film. Il est là pour ça. Il est fait pour avoir le spectateur. Mais en termes de pur cinéma, d'analyse et dans sa modernité actuelle, des choses se questionnent. Même si la modernité, elle est questionnée, elle est montrée, elle est critiquée ou pas par un Joseph Kosinski qui toujours avance là-dessus. Quand même. C'est pas que un réalisateur passéiste. Certes, il regarde vers un passé, de la mémoire, de la nostalgie, mais il va vers l'avenir aussi, avec son cinéma qui fonce, d'une certaine façon. Et je finirai là-dessus, pour pas oublier, dans la conclusion, donc je le disais, hein, voilà, Top Gun 2, bon, il a fait son Top Gun, et il a fait son Jour de tonnerre. Et récemment, alors, il y a eu plusieurs rumeurs, hein, Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, qui ont annoncé que oui, ils allaient songer à un Jour de tonnerre 2, ça a l'air d'être quasi confirmé. Et après, il y a Tom Cruise qui a posé avec Brad Pitt récemment, tiens donc. Et encore récemment, je crois que c'est Krasinski lui-même qui a dit qu'il imaginait que la suite de Jour de tonnerre, si elle se fait, peut-être avec lui et McQuarrie, hein, on va remettre le duo créatif de Top Gun Maverick, pourrait être dans le même univers que F1. C'est-à-dire que Jour de tonnerre 2 serait avec Sonny Hayes et Colt Trickle, hein, c'est le nom de Tom Cruise dans cet univers-là. Et l'idée que Sonny Hayes a fait de la NASCAR, parce que c'est mentionné à un moment, fait qu'à mon avis, on va ressortir une vieille rivalité et on va mettre les vétérans en piste. Allez, pourquoi pas? Ou que l'un soit le chef d'écurie de l'autre, ça pourrait être très amusant. Ça pourrait d'ailleurs être un contre-pied de ne pas voir Tom Cruise sur la piste et de voir chapeauter le vétéran et de voir le vétéran reprendre le volant, rendre jaloux Colt Trickle qui pourrait aller sur la piste à un moment. Voilà. J'ai une base de scénario pour Jour de tonnerre 2 / F1. Mais ouais, Brad Pitt et Tom Cruise, qui se sont rencontrés récemment, toutes ces déclarations, allez, moi je le dis, d'ici 4-5 ans, on y a droit. Voilà. Mais seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce F1, hein, on discute, on échange, on réagit. Que vous ayez aimé ou non, c'est pas grave, vos arguments sont les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine, ciao. Ah oui, si, pardon, avant, cette fois-ci j'ai pas oublié, des fois j'oublie. Petit point sur la musique, bien. Très bien même. Alors oui, il y a du Led Zeppelin au début, il y a du rock, parce que c'est un punk rock, le personnage de Sonny Hayes, hein, c'est dit directement dans des dialogues parfois trop bavards, et qu'en disent trop, alors qu'il faut laisser parler le film quand même. Mais oui, la musique de Hans Zimmer, il y a des moments glorieux, notamment vers la fin.
à réécouter en playlist. Évidemment, il y a aussi des thèmes plus modernes aussi qui étaient plutôt sympathiques. Donc pourquoi pas, sur la BO, ça fait le taf. Mais là, cette fois-ci, vraiment, je vous dis à vous la parole et à la prochaine. Ciao!